Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 3. Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Donc, Hey. quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Plein de choses et pas beaucoup de choses en même temps. On est dans notre routine habituelle d'écrivain. Mois de février qui commence déjà. Alors, nouveau mois, moi, je me fais tout le temps rire. Les nouveaux mois, c'est le nouveau tableau de bord là, sur nos relevés de vente. Là, quand on part à zéro, c'est toujours un peu... pas épeurant, mais enthousiasmant de se demander si ce mois-ci va réussir mieux que les autres. Exact. Donc, non, ce mois-ci, cette semaine, je vais travailler probablement à lire des textes. Donc, des textes reçus pour le fameux recueil dont on a parlé la semaine dernière. Dont le mien. Dont le tien. Donc, j'ai plusieurs textes à lire. Fait que je vais sûrement passer une bonne partie du temps là-dessus et peaufiner le mien aussi parce qu'étant donné que c'est moi qui organisais ce projet-là, ben mon texte n'est pas nécessairement prêt. Ah, c'est terrible ça. Je me laissais un petit peu plus de temps. J'ai profité du fait que j'avais peut-être cette possibilité-là de prendre un peu plus mon temps que les autres. Mm-hmm. Fait que ça va être pas mal ça. Et toi? Moi, le tome 2 du Windigo, donc l'ennemi du Windigo, sort le 11 février. Alors, je te dirais que c'est pas mal... ce qui m'occupe, c'est le coordonner les réseaux sociaux, l'infolettre, préparer donc mon équipe de lancement. Donc, parmi mes abonnés à l'infolettre, j'ai recruté des gens pour qui reçoivent une copie gratuite en échange. Là, c'est sûr que c'est flexible comme entente, là, mais donc, s'engage à donner de la visibilité au livre. Donc, soit laisser une évaluation sur Amazon ou sur des vitrines littéraires comme Booknode ou encore partager mes posts Facebook. Donc, c'est de coordonner tout ce monde-là, puis s'assurer que la dernière version en ligne est la version finale pour que les gens reçoivent vraiment le livre final dans leur liseuse jeudi. J'ai hâte de lire ça. Oui. J'ai hâte. Je pense qu'il est bon. En tout cas, on pense toujours qu'il est bon. En tout cas, j'espère que les gens le pensent. Mais c'est un bon livre. Il s'est bien écrit. Puis c'est une bonne continuation. Puis c'est vraiment un pont avant le tome 3. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont fini de lire le 1, ils sont restés sur leur faim. Ils voulaient absolument la suite. Parce que c'était pas un cliffhanger, mais presque. C'était vraiment un gros à suivre. Puis le tome 2 fait un excellent pont, mais c'est encore un autre à suivre. Oui, parce qu'il s'en vient des choses encore plus grandes dans le tome 3. C'est le tome 3 qu'on va vouloir lire après. Oui, c'est le grand feu d'artifice de tome 3. Donc, mais je pense que je ne décevrai pas pour autant. Là. Les gens vont être très, très satisfaits de cette histoire-là. Merveilleux. On pourra en reparler dans les prochaines semaines de l'accueil que les lecteurs auront eu de ce livre-là. Effectivement. Mais aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle. Oui! On apprend à te connaître. Oui! On va découvrir l'écrivaine derrière la plume. C'est énervant. Donc, c'est ta journée comme vedette. Ouais. Alors, okay, je suis prête. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Donc, présenter tes livres, tes écrits. Oui, alors, Isabelle, pour l'instant, je n'ai qu'une seule série de lancers. De romans, c'est-à-dire parce que j'ai écrit aussi des mini-guides, j'en parlerai peut-être plus tard, mais je suis l'auteur de la série Fort Victoire, qui est une dystopie, qui est qui fait un mélange de genres un peu. Une dystopie, c'est une histoire qui se passe dans un monde fictionnel dans lequel, en fait, c'est le contraire d'une utopie. Donc, dans une utopie, tout est beau, tout est merveilleux. Dans une dystopie, tout va mal. En tout cas, c'est vite dit, là, mais parfait. C'est loin d'être parfait. Et souvent, ce qu'on retrouve dans une dystopie, c'est que c'est le gouvernement qui contrôle la région, la ville, le pays, le monde, peu importe, dépendamment du type de livre qu'on lit, qui souvent a bien des torts et essaie de contrôler, donc d'avoir une espèce de régime totalitaire envers
les habitants. Donc, Fort-Victoire, ça se passe dans la ville de Québec, mais dans, disons, 400 ans d'ici. Là. Donc, c'est assez dans un futur très éloigné. Et dans ce futur très éloigné-là, ce qui arrive, c'est que il n'existe plus de technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un événement dans le passé, ben, dans leur passé à eux, mais dans notre futur à nous, pendant lequel tout ce qui était technologie, mais vraiment même technologie de base, là, donc même l'électricité, tout ça ne fonctionne plus. Alors, et suite aux abus qu'il y a eu dans le passé par rapport à l'environnement, ben, les terres se sont asséchées. Les terres, ben, les rivières, les cours d'eau se sont asséchés, mais les terres également, parce que, bon, moins il y a d'eau, c'est une roue qui tourne. Et donc, les personnes ont de la difficulté à vivre, à se nourrir, et le gouvernement, lui, a décidé de gérer tout ça, donc d'avoir un contrôle total sur la distribution de la nourriture, sur les occupations des gens, etc. Alors, dans cette histoire-là, c'est un long préambule, mais dans cette histoire-là, la ville est séparée en deux parties. Donc, on a la cité qui est comme un peu le ghetto, si on veut, et la forteresse qui est la partie où siège le gouvernement, mais où vivent aussi les mieux nantis. Les mieux nantis, oui, ou les plus chanceux. Hein, on ne sait pas trop comment s'est faite la séparation à l'époque. Donc, ceux qui sont dans la forteresse ont tout ce qu'ils ont besoin, tandis que ceux dans la cité ont un petit peu beaucoup de misère à vivre. Et personne ne peut traverser les murs. Donc, si tu traverses le mur dans un sens, tu ne peux plus retourner à l'autre endroit après. Sauf pour ceux qui s'occupent de surveiller, là, mais ça, eux, c'est comme ils ont ce privilège-là. Là. C'est leur travail là, de surveiller d'une partie à l'autre. Donc, un des citoyens de la cité se fait réquisitionner par le gouvernement pour aller travailler de l'autre côté des murs. Et sa petite fille n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, elle se dit, ça n'a pas de bon sens, que mon grand-père soit parti. Et je veux le faire sortir de là, mais comment je pourrais le faire sortir de là? Et là, elle se dit, ben, je pourrais aller trouver une preuve qu'il existe un monde meilleur ailleurs. Puis en ramenant cette preuve-là, ça fera tomber le gouvernement. Là, c'est ça qu'elle se dit. Là, elle réfléchit pas tellement plus loin dans le temps. Elle se dit, moi, là, je vais trouver une raison pour faire tomber ça, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas question que lui finisse sa vie là-bas, loin de tous ceux qui aiment, etc. Donc, elle part dans cette quête-là et ça va l'amener à faire toutes sortes de découvertes et rencontrer plein de gens dont elle ignorait l'existence. Et ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est le premier tome. C'est une série de 3 tomes. Et le dernier a été est paru au mois de décembre. Et voilà. Donc, en ce moment, je travaille sur un deuxième projet qui est un projet un projet fantastique, de fantaisie absurde, comme j'aime bien le nommer. Et là, on est vraiment dans dans l'imaginaire. Là. On a des créatures de toutes sortes, des elfes, des dragons, des créatures de l'eau, des créatures de l'air. Et ça se passe dans un monde imaginaire aussi. Le roman n'a pas de titre encore parce que je suis du genre à changer d'idée plusieurs fois, donc j'ai pas encore... J'ai un titre de travail, là, mais c'est pas certain que ça va être le... C'est pas avouable. Final. Non, ce serait avouable, mais c'est juste que ce sera probablement pas ça, donc ça sert à rien d'en parler. Mais ce projet-là, ça pourrait devenir une série, mais non chronologique, là, c'est-à-dire que ce serait plusieurs livres qui seraient dans le même univers, mais qui pourraient être lus dans absolument n'importe quel ordre, là, parce qu'il n'y aurait pas nécessairement les mêmes personnages non plus dans chaque série. Donc, ça, c'est mon projet actuel. Donc, moi, j'aime ça écrire des affaires qui ne sont pas réalistes. Et que j'aime ça sortir un peu du quotidien. Donc, écrire, c'est une façon pour moi d'aller vraiment du côté fictionnel, là, de sortir vraiment de toutes les idées folles que j'ai dans ma tête et les mettre sur papier. Explorer le monde autrement. Oui, exact. Dans ta série de temps de dystopie, l'environnement est une grosse part importante de ta prémisse, mais est-ce que c'est plus que ta prémisse? Est-ce que c'est vraiment un thème, l'écologie que tu voulais aborder ou ça s'est fait un peu par surprise, par la bande, ou c'était voulu?
Non, c'était vraiment voulu. L'idée du premier roman, au début, c'était pas supposé être une série, là, c'était supposé être un seul roman, mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était impossible là, de faire tout rentrer dans un seul livre. C'était vraiment ça l'idée, parce que on était en pleine canicule un été, puis je disais, ça n'a pas de bon sens qu'il fasse chaud de même. Puis là, je dis, s'il continue à faire chaud de même, qu'est-ce qui va se passer? De quoi va avoir la Terre? De quoi va avoir l'air la Terre plus tard? Donc, c'est un peu sur cette idée-là que je suis partie. Donc, je m'étais dit, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis là, j'ai fait des recherches. Qu'est-ce qui pourrait arriver, bon, en termes de réchauffement climatique? Quel effet ça aurait surtout, en fait, sur le climat, mais aussi sur tout ce qui était l'alimentation, mais la façon de vivre des gens, etc. Mm. Et je suis partie avec cette idée-là, puis je me suis dit, ben OK, ça ne sera pas parfait, mais je suis partie avec l'idée que la nature trouve toujours un moyen. Donc, je me suis dit, ben peut-être qu'à quelque part, il existe encore des endroits où c'est vivable. Donc, je suis partie avec cette hypothèse-là, si on veut voir ça comme ça, un peu comme un scientifique qui va poser une hypothèse, puis après ça, va aller trouver des façons d'appuyer son hypothèse. Ben, je suis allée comme ça. Et ce thème-là est resté vraiment présent. Il reste présent au long des 3 tomes parce que les gens en place vont essayer d'améliorer leur situation. Donc, le côté alimentaire, le côté production alimentaire, même agricole, a beaucoup très grande place dans la série. Et moi, j'ai déjà travaillé dans ce domaine-là, mais pas en tant que producteur, mais je travaillais dans les bureaux, mais pour des producteurs. Donc, c'est quelque chose qui venait me chercher, qui venait rappeler une expérience que j'avais dans le passé. Super. Et est-ce que l'écriture, est-ce que c'est un projet de vie pour toi? Est-ce que c'est déjà ton occupation principale ou est-ce que tu veux que ça le devienne? C'est pas mon occupation principale, mais ça pourrait le devenir si ça fonctionnait. Je te le souhaite. Mon occupation principale jusqu'à tout récemment, c'était rédactrice web pour un contrat que j'avais dans une institution financière. Et j'écrivais. Donc, écrire, c'était déjà pas mal mon occupation principale depuis quelques années. Mais l'écriture de fiction, c'était en parallèle. Par contre, j'aimerais que ça prenne de plus en plus de place dans ma vie. Mais ça, c'est un combat. C'est pas un combat, mais... On passe de longues heures à écrire. C'est ça. On a juste les résultats plus tard. C'est ça. C'est une mission au quotidien, là. Donc, tu sais, je me dis oui, je voudrais que ça devienne une occupation principale, un salaire alimentaire, là, tu sais, que ça me permette de vivre, que je puisse vivre de mon écriture. Mais je me mets pas non plus de pression de me dire, je veux y arriver en 2021. Tu sais, ça va prendre le temps que ça prendra. Je suis prête à mettre les efforts qu'il faut. Puis, mais oui, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que je me dis, je garde ça à côté. Là. Tu sais, pour moi, ça reste toujours ma priorité, c'est d'écrire. Puis, donc, après ça, on écrit, on sait que le pendant de la médaille, c'est promouvoir nos écrits. Donc, toi, comment tu vois ça? C'est quoi ta stratégie en place pour faire connaître tes romans? J'aimerais dire que j'en ai vraiment une précise, mais c'est pas vraiment le cas. Je suis beaucoup dans le... Non, c'est pas grave, c'est correct, on explore. Mais ça fait pas tellement longtemps non plus, il faut dire, ça fait même pas 1 an que mon premier livre a été publié. Donc, c'était au mois de juin 2020. Puis, quand je l'ai publié, c'était un peu sur un coup de tête parce que j'avais essayé de le faire publier par des maisons d'édition. J'avais commencé à envoyer mon manuscrit en 2019, je ne me rappelle plus trop quand. Et j'ai eu des refus parce qu'éventuellement, c'est ça qu'on a, des refus parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a énormément d'auteurs qui envoient des manuscrits aux maisons d'édition, puis c'est sûr qu'ils ne les publient pas tous. Là. Donc, non, ils ont des places limitées dans leur catalogue. Exactement. Donc, pour un nouvel auteur, il faut vraiment être capable de très bien se démarquer puis d'avoir un livre qui est facilement
marketable, c'est pas un mot, mais je l'invente, pour être acceptée finalement. Donc, j'avais des refus, puis j'étais déprimée de ça. Puis j'ai une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu le publies pas toi-même? Puis, ah non, je veux pas. Moi, dans ma tête, On résiste. dans ma tête, je me disais, mais non, j'ai pas cet orgueil-là de dire mon livre est si bon que je vais le publier moi-même. Tu sais, pour moi, je voyais ça comme quelque chose de très peu humble à De faire. l'orgueil! Oui, exactement. Sauf que après ça, je me suis demandé, ben dans le fond, pourquoi j'écris? Tu sais, est-ce que c'est parce que je voulais une reconnaissance de d'autres auteurs ou d'éditeurs? Ou c'est parce que je voulais raconter des histoires, puis je voulais que mes histoires soient lues. Donc, je me suis dit, ben dans le fond, la reconnaissance, je m'en fous un peu. C'est pas vrai, mais je veux dire, à la limite, c'est pas de l'éditeur que je veux une reconnaissance, je veux une reconnaissance du lecteur. Ouais. Et j'avais déjà fait lire mon manuscrit à des personnes qui me disaient qu'ils aimaient ça, qui voulaient lire la suite et tout ça. Fait que je me suis dit, ben, OK, je vais le publier. Fait que je suis partie comme ça, pas de stratégie, zéro. Puis la seule affaire que je savais, c'est qu'on pouvait publier sur Amazon, que ça coûtait rien, puis que c'était simple. Fait que je l'ai fait. Fait que j'avais pas vraiment de stratégie. Outre le fait que je savais que, bon, ben, tu sais, je voulais une page Facebook, je voulais un site web, je voulais une infolette, je voulais bien des choses. Je les ai mis en place, mais pas en ayant un plan à long terme nécessairement, là, en me disant plus, ah ben, c'est ça que ça prend. C'est ça que j'ai su que ça prenait, fait que je vais mettre ça en place. Mais j'avais pas tant de stratégie que ça. Donc, plus les mois passent, plus j'apprends dans tout ça aussi, ben, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en participant sur des groupes d'échange, j'apprends qu'est-ce qui a marché pour certains, qu'est-ce qui n'a pas marché pour d'autres. Puis j'essaie, moi, à travers de tout ça, de faire mes essais puis de trouver qu'est-ce qui marche pour moi puis qu'est-ce qui ne marche pas pour moi. Et à un certain moment, je me suis dit, ben, je ne m'acharnerai pas non plus à faire tant d'efforts au point de me démotiver à cette carrière-là. Oui. Fait que, tu sais, je mets des efforts, mais je veux dire, je considère que l'effort le plus important que je veux mettre quand même, ça reste mon écriture, parce que c'est en écrivant qu'on devient meilleur. Tu sais, je le vois même, ça fait longtemps que j'écris, là. Moi, j'ai toujours écrit, en fait. Puis j'ai écrit mon premier roman, ça fait presque 20 ans de ça. Wow. C'était très mauvais. Vraiment. Dis bien humblement. J'ai essayé de le réviser pour me rendre meilleur, puis c'est encore mauvais, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Il n'y a rien à faire avec ça, je pense, là. La filière 13. Ouais, mais c'est ça. Je le garde, là, au cas où, mais en tout cas, c'est pour mes archives. C'est ça. Pour la postérité. Oui, c'est ça. Fait que non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois j'en écris un, c'est meilleur. Fait que c'est certain que mon tome 3 de ma dernière série, je trouve qu'il est mieux écrit que le tome 1. Puis le livre que j'écris de ma nouvelle série, je trouve qu'il est mieux écrit que le tome 3 de mon ancienne série. Bref, je veux vraiment mettre plus mon énergie sur l'apprentissage de l'écriture que sur le marketing, mais ça n'empêche pas que je la mets pareil, mon énergie là. Mais j'ai pas vraiment de stratégie. Pour quelqu'un qui a pas... Ben, je trouve que tu en as quand même une. Donc, ta stratégie, c'est de miser sur devenir une meilleure écrivaine pour avoir un meilleur produit à offrir. Ah oui, ben oui, dis comme ça. Ah, j'ai une stratégie. Oh, oui. Ma stratégie, c'est de devenir une meilleure écrivaine. Voilà. Mais donc, tu plaides que tu n'as pas de stratégie. Par contre, tu as mentionné plusieurs outils promotionnels, Oui. là, les réseaux sociaux, l'infolette. Donc, parle-nous un peu là, sur quoi tu mets ton énergie en ce moment, sur quel outil de promotion? Bien, en ce moment, le plus d'énergie que je mets, c'est sur le côté anglophone parce que j'ai traduit mes livres. Et c'est très grand, le marché anglophone. C'est géant, mais il y a beaucoup de lecteurs, mais aussi énormément de livres. Donc, c'est plus difficile d'avoir une visibilité. Donc, en ce moment, mes efforts sont vraiment sur ma série Vers Victoire en anglais. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir le plus d'avis possible. Donc, des reviews sur Amazon ou sur peu importe la plateforme, là. Donc, j'utilise des systèmes d'échange d'infolettres, des envois de copies pour... je cherche un mot beau, mais il n'y en a pas pour avoir des avis.
Parce qu'en anglais, ça paraît si bien, là, des review copies. Des mais évaluations, des critiques, ouais, c'est des ça. Mais en commentaires tout cas, clients. fait qu'il existe des sites web comme Story Origin, qui est un site web sur lequel on peut s'inscrire en tant qu'auteur et faire des échanges avec d'autres auteurs. Et quand je dis faire des échanges, là, on ne parle pas de s'échanger des adresses courriels de nos abonnés. Là. C'est vraiment pas, parce que c'est pas légal de faire ça. Là. Non. Mais c'est plutôt de dire, ben moi, mettons mon infolettre du 14 décembre, je vais donner une chiffre de même, je vais parler de ton livre, puis toi, tu pourras parler du mien dans ton infolettre du 1er janvier. Peu importe. Et on s'envoie comme ça. Et comme ça, on augmente notre lectorat possible. On peut aussi faire des échanges d'aimants. C'est quoi le mot? Aimant à lecteur. D'aimants à lecteur. De biscuits. Il y en a qui appellent ça des cookies. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire, ben, moi, je vais parler du tien, toi, tu parleras du mien. Donc, les gens, pour obtenir cette courte nouvelle-là, doivent s'inscrire à l'infolette. Donc, on augmente comme ça notre liste d'abonnés. Et avec le temps, ben, on espère que ces gens-là vont devenir des nouveaux lecteurs. Puis, il y a aussi une grande partie sur Story Origin qu'on peut demander, on peut envoyer des copies gratuites pour recevoir des évaluations, justement. Donc là, j'en ai envoyé quelques-unes au fil des dernières semaines. Puis, mon but, c'est de booster un peu, si on veut, ma page de vente de mon livre sur les différentes plateformes en ligne. Parce que, on va se le dire, quand on magasine pour un livre d'un auteur qu'on ne connaît pas, même si la couverture est belle, que le résumé est super intéressant, ben des fois, on ne sait pas. Hein, ça peut être très mal écrit. Donc, on aime ça avoir l'approbation des autres. On aime ça savoir. Mais les autres, ont-tu aimé ça? Ils ont-tu trouvé ça bon? Fait que d'avoir plus d'avis, ça aide à faciliter la personne à cliquer sur le bouton j'achète. Ouais. Donc, en ce moment, c'est vraiment ça mes efforts que je fais par rapport à cette série-là. Et si on reste dans la lignée des infolettres, je sais que tu es à la tête de l'initiative monlibrairesenligne.com, qui est une infolettre promotionnelle un peu différente de ce que tu nous parlais avec Story Origin, mais qui s'inspire aussi du côté anglophone. Parce que dans le fond, il faut savoir pour nos auditeurs que du côté anglophone, il existe BookBub, qui est une infolettre qui est envoyée à tous les jours selon les préférences littéraires du lecteur, donc qui s'abonne gratuitement. Et BookBub envoie des suggestions de livres qui sont généralement en spécial ou en promotion. Oui. Puis toi, tu t'es inspiré de ça pour ton projet. Tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, effectivement, moi, je voyais sur des groupes d'auteurs à quel point les auteurs viraient fous quand ils obtenaient leur place pour un deal BookBub parce que ça leur amenait énormément de ventes. Donc, je me suis dit, ben nous, on n'a rien comme ça, là, côté franco, là. Fait que ce serait le fun d'avoir quelque chose du même genre. C'est certain que c'est pas le même marché. Comme je disais tantôt, le marché anglophone, c'est un marché énorme versus le marché francophone qui, lui, est tout petit. Je pense que BookBub a 10 millions d'abonnés à l'infolettre, tout genre confondu, on s'entend, là. C'est quand même complètement fou, là. Oui, oui, vraiment. Donc, moi, je me suis dit, ben si on peut avoir ça à plus petite échelle, mais d'avoir quand même une façon différente pour des auteurs de se faire connaître par des lecteurs qui ne sont pas du tout dans leur réseau. Parce que des fois, on va réussir à se faire connaître autour de nous. Tu sais, on a un petit réseau qui s'élargit parce que là, ben, une telle qui était dans notre réseau en parle à telle autre qui n'est pas dans notre réseau, mais ça reste quand même très comme une toile d'araignée. Là, tu sais, tout est relié. C'est dur d'aller atteindre les gens qui sont à l'extérieur de ce réseau-là. Fait que en créant cette espèce de moyen de promotion-là, mon but, c'était justement de permettre aux auteurs d'augmenter leur visibilité envers des lecteurs qui ne les auraient pas connus autrement. Là. Et c'est certain que ça, c'est né au mois d'août 2020. C'est encore très rudimentaire. Et il n'y a pas autant d'abonnés que j'aurais espéré en avoir rendu à cette date-ci. Mais on dirait parfois que les lecteurs québécois ont peur de s'abonner à ce genre de choses-là parce que peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils vont être submergés de courriels ou peut-être qu'ils se sentent comme obligés ou je sais pas. Donc, on dirait qu'il y a une petite réticence, mais ceux qui sont là, ben, je suis certaine qu'ils sont contents d'avoir ces suggestions-là parce que je le sais, pour avoir des retours de certains abonnés, des fois qu'ils ont acheté un livre suite à l'avoir vu sur mon libraire en ligne. Donc, moi, quand j'entends ça, je suis super contente là, parce que c'est ça le but. Là. C'est de connecter l'auteur avec le lecteur.
Oui, tout à fait. Puis de mettre en valeur des auteurs indépendants parce que souvent, les habitudes de lecture, ça va être d'aller en librairie Mm. ou d'aller sur le site de notre librairie préférée, mais les auteurs indépendants, souvent, ne sont pas là. Donc, Ouais. pour découvrir des auteurs indépendants, c'est plus difficile. Donc, c'était un peu ça le but là, d'offrir cette nouvelle sorte de visibilité, là, une visibilité différente. Ça, dans le fond, c'est gratuit pour les lecteurs. Donc, comme Oui, moi, je suis abonnée comme lectrice, je reçois religieusement ton oui, infolette. Puis, comme auteur, donc quand je veux l'utiliser, ben là, je remplis le formulaire, puis il y a un frais de base de 5 donc pour couvrir c'est ça. l'hébergement, puis Exact. C'est le côté vraiment juste technique. pour couvrir l'hébergement du site web parce que, pour vrai, je fais pas d'argent avec ça, là. Pas encore. Pas Un jour, encore. Peut-être un jour, quand il y aura des plus hauts niveaux d'abonnés, mais pour l'instant, c'est vraiment, je le fais comme bénévole, puis je suis vraiment contente de le faire parce que je suis contente de voir justement des lecteurs découvrir des auteurs qu'ils n'auraient pas connus. Et même moi, je découvre plein d'auteurs que j'aurais jamais connus autrement, là. mm, Parce que ceux qui s'abonnent, ben moi, je vois tout passer, là. Je vois exact. tous les livres qui s'inscrivent, je les vois passer. Fait que avant même les abonnés, j'ai cette exclusivité-là. Je suis VIP. Et, je découvre des fois des choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc ça, c'est un de tes projets. Tu as aussi écrit des guides. Tu nous en as parlé un petit peu tantôt au Ouais. début de l'entrevue. Des guides, donc, pour essayer d'aider les gens à s'orienter au niveau de l'auto-édition et d'Amazon, je pense. Oui, exact. Donc, j'ai 2 mini-guides. C'est vraiment des mini-guides, là. Ils ont 50-60 pages chacun, là. C'est tout petit, tout petit. Le premier s'appelle S'auto-publier au Québec. Oui, non, peut-être. Donc, c'était pour vraiment répondre à la question parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent pas trop si c'est pour eux l'autopublication ou pas. Puis ils se demandent qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire s'auto-publier, comment ça marche, oui, mais surtout qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de prendre la décision de si je veux m'auto-publier ou pas? Qu'est-ce que ça implique? Donc, ça implique que je vais devoir tout faire dans la chaîne de production du livre, à part peut-être l'imprimer, mais il faut quand même que je trouve Un imprimeur. un imprimeur ou une plateforme qui va l'imprimer pour moi. Donc, ce livre-là veut vraiment être juste une liste avec une explication de toutes les étapes qu'il y a à faire dans la chaîne du livre. Donc, toutes les étapes qu'un éditeur ferait pour vous si vous étiez édité traditionnellement. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous allez devoir le faire vous-même. Donc, ce livre-là répondait à ce besoin-là. Et suite à la publication de ce livre-là, ce que j'ai eu comme commentaire, c'est que les gens se disaient, ben, OK, mais moi, je veux publier avec Amazon, comment je fais? J'ai dit, OK, ben, parfait, je vais écrire un autre mini-guide là-dessus. Fait que ce mini-guide-là s'appelle Publier avec Amazon, avec KDP, là, qui est Kindle Direct Publishing, qui est dans le fond la plateforme de publication d'Amazon. Donc, ce livre-là va venir vraiment prendre le système de KDP étape par étape en disant qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut remplir là, qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que c'est quand même assez simple, mais pour des gens qui ne sont pas habitués à remplir des genres de formulaires et qui n'aiment pas lire les petits caractères, des fois, il y a Ouais. des affaires qu'on ne sait pas trop. C'est quoi ça, le DRM? Puis c'est quoi ça, un ISBN? Puis qu'est-ce que ça veut dire prendre l'ISBN d'Amazon versus le mien et tout ça? Donc, ce petit guide-là vient un peu tout expliquer ces petits détails-là, puis il va vous expliquer étape par étape comment partir du manuscrit avec un livre en ligne disponible sur Amazon. Super. Puis donc, ça, justement, c'est des retours de lecteurs, donc dans d'autres auteurs Ouais. qui t'ont incité à l'écrire. Et à force de répondre toujours aux mêmes questions sur les groupes d'auteurs sur Facebook, que je me suis dit, ben écoute donc, je vais l'écrire, là, puis quand je me ferai poser la question, quand je verrai la question, je mettrai mon lien, puis les gens iront l'acheter. Puis c'est exactement ça qui arrive. Des fois, je vois la question passer, ben je dis, j'ai justement écrit un livre à ce sujet. Puis, ben, c'est pas tout le monde qui va l'acheter, mais ceux que ça les intéresse, ils vont aller le télécharger, là. En e-book, là, c'est presque rien. Là. Je veux dire, un guide de 50 pages, là, on ne vendra pas ça 20 là, non. Non, puis c'est vrai, ça me surprend moi-même aussi. Des fois, on est dans des groupes Facebook intitulés auteurs indépendants et on voit des gens qui, dans des commentaires, vont dire ah oui, vous êtes auto-édité, comment vous avez fait? Puis tu es là, oui, mais
T'es dans un groupe Facebook d'auteurs indépendants, puis c'est encore un mystère pour toi. c'est ça. C'est qu'il y a un manque de ressources, là. Ouais. Il y a Au un niveau manque francophone. Ouais. Puis au niveau québécois aussi, parce que quelqu'un qui veut s'auto-publier en France versus quelqu'un qui veut s'auto-publier au Québec, ce ne sera pas nécessairement... Ben oui, ça reste le même principe, mais au niveau, disons, du côté fiscal de la chose, ben c'est pas pareil. Là. On vit pas du tout on vit pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes réglementations. Donc, des fois, c'est très important d'aller chercher la bonne ressource pour bien comprendre c'est quoi notre situation ici, puis vraiment poser les bons gestes. Là. Si vous allez prendre l'information sur des sites français et que vous habitez au Québec, ça ne sera pas utile pour vous. Là. En tout cas, vous allez perdre des bouts par rapport à tout ce qui est fiscalité et réglementation. Ouais. Donc, c'est un peu ça le principe du livre. Puis, si on revient à tes méthodes promotionnelles que tu utilises, c'est laquelle tu penses qui est la plus efficace pour se faire connaître? Bon, tu parlais du côté anglophone, donc tu faisais des échanges d'infolettres. Est-ce que ton approche anglophone versus francophone est différente? Oui, parce que côté anglophone, je vais plus me concentrer sur la publicité payée et sur les infolettres. Tandis que côté francophone, j'ai quand même pas mal de bons succès avec Facebook. Pas avec la pub Facebook, mais avec ma page Facebook. Il y a quand même beaucoup d'abonnés. Puis j'ai aussi un groupe Facebook qui est sur l'écriture. Donc, j'ai plein de gens qui aiment écrire qui sont sur ce groupe-là. Mais à force de communiquer, de juste partager avec d'autres personnes, ça m'aide à faire élargir ce réseau-là. Et élargir du même coup mon lectorat. Je suis sur un groupe de lecteurs. Et c'est un groupe où on a des défis pas d'écriture, mais de lecture, dis-je bien, des jeux, des défis, tout ça. Puis souvent, je vois mon livre qui passe, qui apparaît. Fait que, ben souvent, pas tous les jours, là, mais je le vois, qui apparaît à l'occasion. Fait que je me dis, ben, tu vois, ça, c'est parti d'une personne, puis c'est passé par une autre personne, puis ben, petit à petit, le livre fait son chemin. Donc, vraiment, Facebook, oui, mais c'est aussi le bouche à oreille, si on veut. Et une technique qui a bien fonctionné aussi pour moi, c'est d'aller chercher des avis de blogueuses, de blogueuses littéraires ou peu importe. J'en ai contacté 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement, quand j'ai lancé mon premier tome. Puis, elles ont fait des critiques sur leur site web, sur leur page Facebook, tout ça. Donc ça augmente beaucoup ma visibilité. Puis ça a donné un bon coup de main pour le tome 1. Maintenant, pour le tome 2 et 3, ben c'est ça. Il faut que les gens aient envie de lire la suite. Exact. Je ne commencerai pas à mettre de l'énergie promotionnelle tant que ça sur les autres tomes, à part pour annoncer leur lancement, là, mais je veux dire, c'est pas là-dessus que je vais mettre le plus de mon énergie. Ça va être vraiment sur le premier tome. C'est ça, il faut écrire le meilleur premier tome possible pour... c'est l'outil promotionnel de la suite, dans le fond. Oui, et malheureusement, comme c'est le premier qu'on écrit, souvent, il est moins bon que les autres. C'est pour ça qu'il faut écrire une deuxième série. Oui, exactement. C'est ça que j'ai fait. Donc là, je travaille là-dessus. Puis après ça, ben, cette série-là, on travaillera à mettre plus, le faire autrement ou le faire de la même façon, mais plus efficacement. Ou en tout cas, on apprend chaque jour est un apprentissage. Oui. Tu parlais de chroniqueuses, de blogueuses. Donc, comment tu les as trouvées? Comment tu vas chercher des gens qui sont intéressés à lire ton livre de cette façon-là? Ah, ben, j'avais cherché tout simplement là, de la bonne vieille méthode là, pour trouver des noms de personnes là, en cherchant sur Google ou sur Facebook, là, blog littéraire, avec des mots-clés qui me faisaient penser à que ça pourrait peut-être donner des bons résultats. Et je n'ai pas contacté nécessairement tous ceux que j'ai trouvés non plus. Je suis vraiment allée chercher, je suis allée analyser un peu leurs anciennes critiques pour voir si mon livre pourrait les intéresser, parce que c'est bien beau trouver une blogueuse, mais si je trouve une blogueuse de fiction littéraire puis j'y envoie mon livre de dystopie ou une fantaisie ou peu importe, ben ça se peut que ça soit pas dans ses goûts puis que j'aille une mauvaise critique par la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on veut pas. Quelqu'un. On veut pas ça parce que là, c'est du temps perdu puis en plus, c'est nuisible là, pour nous.
Donc, vraiment d'aller chercher quelqu'un qui lit pas nécessairement que dans le même genre qu'on écrit, mais qui au moins a un intérêt pour ce genre-là. Mais des fois, on est surpris parce que j'avais contacté une blogueuse qui, elle, m'avait dit, ben, moi, je lis pas vraiment ce genre-là, mais mon conjoint, oui. Puis on blogue tous les deux. Fait que j'ai dit, ben, parfait. Fait que j'avais envoyé mon livre. C'était supposé être son conjoint qui allait le lire, mais finalement, elle l'a lu. Puis elle a adoré ça. Donc, des fois, on est surpris. Elle pensait pas aimer ça, puis finalement, elle a aimé ça. Mais il faut dire que quand on a un livre qui est comme à cheval sur plusieurs genres, Exact, un peu comme mon ouais. livre Fort Victoire, ça peut convenir à des gens qui aiment beaucoup de sortes de livres différents. Ouais, Parce qu'il exact. n'est pas pile dans une case. Non, c'est Et ça. ça, c'est une autre difficulté, un autre point de vue, parce que c'est plus difficile à promouvoir vu que ça ne rentre pas dans une case. Mais bon. Ouais, ceux qui aiment vraiment le genre de la dystopie vont peut-être être plus déçus de se rendre compte que ça mélange un peu de post-apocalyptique ou de fantastique ou Ouais, ben d'autres familles. c'est ça. Mais moi, j'ai pour mon dire que j'aime mieux écrire ce que j'aime écrire plutôt que de me dire je vais me forcer à écrire exactement dans le genre tel que le marché le veut, Ouais. parce que ça reste une activité que je veux aimer. Mhm. Et je veux pas me sentir obligée de dire ah ben il faut que je vire ça de même, puis là il faut que mon scénario soit dans ce sens-là parce que c'est ça normalement le cliché de ce genre-là. J'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Non. Peut-être qu'un jour je changerai d'idée, mais pour l'instant j'ai pas envie. J'ai envie Ben, d'écrire ce qui me plaît, puis si tu veux vendre 50 000 copies, je te recommande de le faire, mais tu sais, je veux dire, on va se le dire bien honnêtement que c'est pas ton objectif, ni à toi, ni à moi. Donc, on peut se permettre quelques libertés artistiques. Puis, du fait où tu promouvois en français puis en anglais, puis t'écris donc sur une base régulière, à quoi ça ressemble ton horaire régulier là, de quel temps tu consacres à l'écriture, à la promotion? je dirais que ça dépend des moments. Quand je suis vraiment en écriture comme telle, je vais écrire à tous les jours, à peu près 7 jours sur 7, mais souvent, je vais écrire très peu dans une journée comparativement à ce qu'on peut penser. Parce que des fois, les gens, quand ils disent ah ouais, t'écris, tu dois écrire beaucoup d'heures par jour, ben non, c'est pas vrai parce que souvent, je vais écrire. Ce que je me suis rendu compte qui était mon meilleur timing, c'était 2 fois 40 minutes. Donc, 40 minutes, quand même court, mais moi, en 40 minutes, d'habitude, je fais 1000 mots. À peu près. Ça OK. dépend. Ça dépend. Mais à peu près. Donc, 2 fois 40 minutes dans ma journée. Je vais écrire une fois le matin, une fois l'après-midi ou des fois le soir. Mais le soir, je suis relativement moins efficace d'habitude. Donc, ça me fait quand même un 2000 mots pour ma journée, ce qui fait que ça avance quand même vite dans un mois si on écrit presque à tous les jours. Alors, ce rythme-là, c'est mon bon rythme pour moi, ce qui fait qu'en tout et partout, c'est juste une heure et quelques d'écriture par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, peut-être que je vais mettre l'équivalent en heures pour la promotion, mais je n'ai jamais vraiment pris la peine de calculer parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme par thématique. Donc, il y a une semaine, pas une semaine, mais une journée, je vais travailler à préparer mes prochaines infolettes. Ben, souvent, je vais partir toujours avec la même base. Fait que je peux en monter plusieurs d'avance. Juste, c'est le texte qui change, mais la base va être la même. Donc, je vais vraiment y aller comme par thème. Une journée, ben aujourd'hui, je travaille dans ma pub Amazon, mettons. Bon, ben aujourd'hui, je vais me réserver une heure ou deux, je vais créer des publicités, tout ça. Donc, c'est vraiment dur à évaluer. Il y a des journées où je ne touche pas du tout à aucune méthode de promo parmi celles que j'ai nommées, mis à part aller placoter sur des groupes Facebook, mais ça, c'est pas nécessairement de la promo, c'est plus du blabla. C'est plus une manière du réseautage. Oui, c'est ça, du réseautage, mais plus une manière de procrastiner aussi, parfois. Ouais. Donc, je dirais peut-être moitié-moitié, mais vraiment, ça dépend des périodes. C'est sûr qu'en période de lancement, je vais mettre beaucoup plus de temps dans tout ce qui est marketing qu'en période d'écriture. Ouais. Donc, ça varie au fil des mois. Puis donc là, tu parlais de regrouper, faire plusieurs infolettres en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment ou ça va être plus qu'une fois que tu es lancé, tu continues dans la même veine ou c'est. Parce que des fois, c'est comme préparer tous tes repas de la semaine le dimanche matin, ben, ça peut sauver du temps sur semaine. Est-ce que c'est de même que tu abordes ça? Ben,
Oui, un peu. C'est aussi parce que, surtout pour les infolettes anglo, que j'en vois plus régulièrement que mes infolettes francophones, parce que je me suis rendu compte que ça s'ouvrait, qu'il y avait plus d'ouverture, de niveau pourcentage d'ouverture de courriel ouvert, il y en a plus côté anglo que côté franco. Donc, je me suis dit, ben, il y a un intérêt pour que ça soit plus souvent Mhm. côté anglo que franco. Donc, eux, souvent, vu que je l'ai fait avec, je l'ai fait avec MailChimp, mais je veux dire, je les planifie avec Story Origin, avec les échanges que je fais avec d'autres. D'accord. Donc, souvent, je vais créer pour un mois ou deux, je vais venir tout créer mes projets d'infolettes dans Story Origin. Et là, je vais écrire les dates, je vais écrire le nombre d'ouvertures que j'ai pour promouvoir. Puis moi, déjà, je vais me préparer de quoi je vais parler cette fois-là. Donc, mettons, si je remonte au mois de novembre, mettons à l'Halloween. Bon, je remonte à l'Halloween. C'est une fête qui était facile à se rappeler dans ma tête. Bien, à l'Halloween, j'ai envoyé une infolette. C'était un samedi. J'envoie mes infolettes d'habitude les samedis. Donc, j'ai envoyé une infolette pour dire joyeux Halloween, ha ha ha. Et j'avais fait une promo. Bon, je parle de la promo en même temps. Et j'en profite pour dire demain, c'est le mois de novembre, c'est NaNoWriMo qui commence. Fait que là, je sais que je parle de ça. Fait que je sais que dans 2 semaines, à ma prochaine infolette, je vais parler que je suis rendue à la moitié du mois. Donc, je vais faire un retour sur où je suis rendue dans mon défi, tout ça. Puis à la fin du mois, même chose, je vais faire un retour sur est-ce que je l'ai réussi, mon défi, oui ou non. Donc, je planifie un peu de quoi je vais parler, mais je n'écrirai pas le texte d'avance. Mais je vais créer quand même mes templates d'avance avec peut-être juste comme mes grands titres pour que je sache après ça, ah oui, je voulais parler de ça. Fait qu'une fois que tout ça c'est fait, mais le texte final, je vais juste l'écrire la veille de l'envoyer. OK. Souvent parce que des fois, je vais avoir des affaires que je vais avoir envie de parler. Des fois, je vais avoir des tranches de vie à partager. Je vais vouloir avoir de quoi de relativement à jour. Et moi, je écrire le 2 mois. Fait que, souvent, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Côté francophone, je l'envoie à peu près juste une par mois, mais même des fois non. Et là, je vais y aller plus au feeling, là, si on veut. Là. Donc, dépendamment de ce que j'ai envie de discuter, c'est beaucoup moins structuré, mon affaire. J'ai vraiment 2 façons complètement différentes de travailler d'un côté comme de l'autre. Puis, mon libraire en ligne, ça prend quelle proportion de ton temps, tu dirais? Au début, c'était beaucoup, beaucoup. Là, j'ai eu un petit relâchement là, au fil des semaines. Donc, je mettais peut-être 1 heure par semaine dans la plateforme pour mettre à jour les fiches des livres, puis communiquer aussi avec les auteurs participants. Donc, 1 heure, j'ai-tu dit 1 heure par jour? Je voulais dire 1 heure par semaine. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais 1 heure par semaine à peu près. Et j'aimerais mettre plus de temps parce que j'aimerais relancer un peu la plateforme pour la réveiller parce que là, je trouve que c'est plus lent qu'avant. Là. À l'automne passé, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriels d'auteurs qui rentraient. Là, j'en ai beaucoup moins. Donc, je vais essayer de remettre un peu d'énergie là-dessus. Mais c'est pas la plus grosse partie de mon temps parmi tous mes projets. Oui, comme on discutait la semaine passée, c'est la mise en place qui est la plus taxante. Donc, un coup que c'est en place, le système est installé, on a une méthode de travail, puis ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vraiment. Et donc, on se dirige vers la conclusion. Oui. Quel conseil tu donnerais à un écrivain débutant? C'est dur à dire, hein, parce que ça dépend vraiment des besoins que la personne a là, mais moi, il y a quelque chose qui m'aide vraiment dans mon travail d'écrivain, c'est au niveau de l'écriture. Donc, puis comme je disais tantôt, j'avais peut-être pas nécessairement de stratégie au niveau marketing, mais au niveau de l'écriture, dans ma tête, c'est très clair, ma stratégie. Et je donnerais comme conseil de développer une routine d'écriture. Parce que souvent, je connais bien des gens qui veulent écrire, qui ont un début de projet, qui ont commencé un roman, puis ça avance pas, puis j'ai pas encore fini mon roman. Puis on voit qu'ils trouvent ça lourd, qu'ils aimeraient ça l'avoir terminé, mais qu'ils n'y arrivent pas. Donc, de dire vraiment, je vais me faire un plan, je vais me faire un grand plan très, très, très macro là, qui va me dire où est-ce que je m'en vais avec cette histoire-là, puis ensuite me faire un plan par chapitre ou par scène, de dire il va se passer telle affaire, telle affaire, telle affaire, de toutes les énumérer. Puis ensuite, de dire, dans mon horaire, je vais me réserver du temps au moins 4 fois par semaine pour écrire. Ne serait-ce que 20 minutes à chaque fois. Juste parce que si on passe 2 jours, 3 jours, 5 jours, 2 semaines sans écrire,
ben, on oublie complètement où on était rendu, on perd le momentum, puis on est obligé de relire. Et là, quand on relit, on fait « Mon Dieu, c'est mauvais ce que j'ai écrit! » Là, on a envie de tout rééditer, puis on n'est plus dans la création. Donc, ce Non. serait vraiment de mettre ça en place, une routine, puis de rester dans la création, de ne pas partir dans tous les sens. Surtout si on a des jeunes enfants ou un travail principal prenant ou quoi que ce soit comme ça. Je veux dire, c'est facile de se laisser distraire par d'autres choses. Là. Effectivement, super important d'être plus routinier. Oui, puis je pense que, ben, moi aussi, je travaille beaucoup avec les plans, puis il y a beaucoup de gens qui ont une conception erronée du plan, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va les limiter dans leur esprit créatif ou dans leur liberté artistique, mais au bout du compte, le plan, il n'y a rien qui t'empêche de le lancer par la fenêtre puis d'aller le récupérer par terre plus tard. Puis il y a différentes sortes de plans, on pourra en reparler une prochaine émission, mais il existe vraiment beaucoup de façons de faire des plans, que ce soit de très détaillé à très peu détaillé, mais juste la moindre ligne directive va aider énormément. T'asseoir en sachant ce que tu vas faire, c'est déjà... Tu sais, tu coupes de moitié la procrastination, l'hésitation, le temps de réflexion. Tu te lances puis t'écris. Super. Ben merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces belles informations puis ce petit aperçu sur ta vie d'écrivaine et d'auteur publié. Ça m'a fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette semaine? De pas trop procrastiner? Non, je fais des blagues. Mais non, c'est ça, cette semaine, je vais travailler sur le projet de nouvelles, puis ça va ressembler à ça. Bon. Je ne veux pas trop m'en mettre. Non. Et toi? Moi, ben ça va être le lancement du tome 2 dans pas long. Donc là, il faut juste que je lâche prise, que je laisse le bébé voler de ses ailes, parce que dans le fond, le travail a été fait en amont. Il n'y a plus grand-chose à faire rendu là. Donc, c'est de lâcher prise puis de ne pas rafraîchir mon tableau de bord de mon rapport de vente à toutes les demi-heures. Donc, bonne chance pour ça. C'est ça. Donc, on ferme les yeux, puis au bout du compte, il faut se rappeler qu'être écrivain, c'est écrire, puis il faut que je reste quand même dans mon esprit créatif, dans ma création de mon prochain projet. Super. Bon, ben, ça va être le moment de se dire bonne semaine. Bonne semaine à toi. On se reparle bientôt. OK, bye bye.